Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines, collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolo. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Dimitri Lasserre, Néocolonialisme aux Antilles, Introduction à l'étude des pays d'en couleur, 2015. Jean Brilman, La démocratie étouffée par l'État. L'étatisme, idéologie dominante en France, 2015. Roland Guillon, Pour une autre globalisation. Essai de géopolitique des rapports sociaux, 2015. Renaud Fabry, Éric Vaugelin et Lorient. Millénarisme et religion politique de l'Antiquité à Dèche, 2015. Béatrice Grandoordy, Le médecin devant le juge. Fait-il face à une menace aggravée du pénal, 2015. Georges Kornhiser, Le capitalisme, cancer de l'humanité, 2015. Florent Villard, Critique de la vie quotidienne en Chine à l'aube du XXIe siècle, 2015. Julien Péquignot, François-Gabriel Roussel dire, Les métavers, dispositifs, usages et représentations, 2015. Michel Bergadaa, Le plagiat académie. Comprendre pour agir, 2015. Walter Gerbin, Civilisation. De la fabrique d'un concept à la fabrique d'une guerre, 2015. Dédicace. À Jean-Gabriel Montauban, pour avoir cru que c'était possible. Avant-propos, vivre ou conceptualiser. 1. À une époque où le libéralisme, mêlé à un keynésianisme bâtard, aussi pragmatique que possible, ou qu'il se revendique, sont légion dans l'économie internationale et dans la plupart des États-nations, à une époque où la pensée philosophique s'estompe peu à peu au profit de l'économique et du médiatique, à une époque où la philosophie politique passe pour désuète, éludée par des institutions au demeurant puissantes qui visent à faire son travail, c'est-à-dire penser à remodeler les sociétés pour tendre vers un mieux, voire vouloir agir dans ce sens, aborder le néocolonialisme, tenter de révéler ses ressorts et vérins cachés, peut paraître aux yeux du monde à la fois étrange et inutile. À quoi bon perdre son temps sur une thématique qui intéresse si peu de personnes? Un fantasme de laisser pour compte eux-mêmes responsables de leur frustration? 20. Perdu d'avance? Ce combat, recraché d'un cri surgissant de profondes entrailles, vaut pourtant que l'on y dépense son énergie. Trop d'idées préconçues régissent aujourd'hui encore le sens, signification et direction spatio-temporelle d'un mouvement colonialiste occidental, européen, français, colonisation, décolonisation, néocolonisation, loin de s'être estompée. 2. Des hommes par milliers vivent en transit dans des univers incompréhensibles. Vulgarisés, rendus grossiers par la taille et par l'allure, leurs environnements sont un amas d'inexactitudes, de cartes postales arrangées, une mayonnaise cuisinée à la sauce du pouvoir dominant, un cachet, un calmant à vous rendre amnésique pour vous faire oublier que cette société-ci est peut-être autre, pour vous faire oublier que vous avez peut-être des questions à poser. Quelles questions? Trop tard, l'oubli est déjà passé par là. S'il fallait changer de conception, s'il fallait s'offrir un autre point de vue, n'y aurait-il pas matière à donner le vertige aux bien-pensants de cette ère? Ce qui fait généralement défaut aux ouvrages traitant la problématique de la colonisation, ou de la néocolonisation, est une conceptualisation précise et non équivoque des concepts étudiés. La colonie ou néocolonie, avec ses colonisés ou NE accent aigu au colonisé, colonisateurs ou néocolonisateur, et tous leurs corollaires. L'on ne peut pourtant pas correctement aborder et analyser une situation aussi importante, aussi grave que celle de la néocolonisation sans prendre la peine de définir ce qu'elle est, ce à quoi elle renvoie, quels sont les mécanismes et systèmes auxquels elle renvoie fréquemment. Car à chaque concept, surtout aussi vaste, voire vague, il semble nécessaire d'associer un certain nombre de réalités, sans quoi ce concept est vide ou malléable au point que l'on pourrait lui faire dire absolument tout et son contraire. Avant toute chose alors,
il apparaît indispensable de poser le cadre intellectuel dans lequel l'on utilise le concept de néocolonisation, dans le sens « acte de coloniser », ainsi que de néocolonialisme, c'est-à-dire l'ensemble institutionnel et pratique permanent qui permet d'asseoir la néocolonisation. Quant aux acteurs, les néocolonisateurs et colonisés, ceux-ci trouveront leur propre réalité dans ces définitions se voulant non pas objectives, mais le plus proche possible de la réalité sociale et sociétale. Remarquons toutefois qu'il est derrière ces deux mondes, une dimension philosophique sous-jacente. Celle-ci se veut globalisante, celle-ci a précisément vocation à conceptualiser la néocolonisation et à appliquer ces concepts à la réalité empirique vécue. Cette philosophie, d'où est-elle extraite ? De nulle part sinon de ces mêmes faits empiriques. Nous ne saurions en effet construire aucun modèle philosophique abstrait sur des fondements autres que les faits observables. L'abstraction n'a pas de valeur ni de signification au-delà de ce qui est réel. Si elle s'en détache complètement, alors elle devient simple imagination, divagation possiblement illimitée. Reste à procéder de manière rigoureuse, sans sombrer dans le discours journalistique. Que nous ayons besoin d'éléments empiriques, c'est indéniable, mais ils ne doivent pas servir le futile, ils ne doivent pas se substituer aux arguments, ils doivent seulement les appuyer et les illustrer. Symétriquement, les raisonnements ne doivent guère s'éloigner de la réalité tangible, mais toujours tendre à l'expliquer, l'élargir, lui appliquer quelques règles habitualisées, en un mot, la conceptualiser. 3. Cette jonction entre le philosophique et le réel, le matériel, n'a pas encore été véritablement réalisée par la littérature s'intéressant à la néocolonisation aux Antilles, et pour cause, nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure, elles sont sujettes à un type tout particulier de néocolonialisme. L'on s'en est souvent tenu à des faits, à des critiques d'ouvrages ou de discours, ou à quelques descriptions non extrapolées, qui n'ont pas permis à l'intellectuel néocolonisé et même néocolonisateur de se penser en tant que tel, de s'admettre en tant que tel, et de pouvoir se dépasser pour aller vers un ailleurs, pour devenir un autre, plus humain, moins enclin à soutenir le système colonial. Pour lors, aux Antilles, et en particulier en Guadeloupe, puisque c'est ce pays-département qui servira de base à ma réflexion, l'homme du commun, de l'ouvrier au patron, de l'artisan au commerçant, du travailleur manuel au cadre dans des sociétés de services, néocolonisés comme néocolonisateurs semblent, dans la plupart des cas, ignorer cet état-là, ignorer leur propre rapport avec la néocolonisation, et même si certains, surtout parmi les colonisés, ont une intuition de quelque dysfonctionnement sociétal dû à l'héritage colonial, ils le réduisent souvent, trop souvent, à une problématique duale liée à l'esclavage et à la lutte des classes, mélange d'une histoire méconnue car étouffée par le pouvoir colonial, et d'un endoctrinement marxiste au soubassement conceptuel extrêmement limité par les mouvements de masse, syndicats et partis politiques étant les plus actifs. Quant aux intellectuels, ceux dont le métier est justement de réfléchir sur les problèmes de notre société, ils ont pour l'instant des difficultés à sortir du seul cadre du concret, de l'immédiat. Alors ils s'enferment dans une accumulation de réalités se superposant les unes aux autres sans parvenir à en tirer la sève, ce qui les recoupe, ce qui les unit, ce qui fait que quelque part elles sont similaires. Et cette similarité, c'est du moins ce que je vais proposer de montrer dans cet ouvrage, a un vecteur commun, la néocolonisation. Exception à la règle, on retrouve chez Glissant tout un échafaudage de concepts, le premier desquels étant ce qu'il nomme la relation. L'élan des peuples néantisés qui oppose aujourd'hui à l'universel de la transparence, imposé par l'Occident une multiplicité du divers. La relation, et nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est la multiplicité qui vient s'opposer à l'universel, le possible d'un autre moi, d'un autre homme qui ne suit pas forcément le modèle idéal clamé, défendu, vendu par l'Occident, à savoir par les sociétés droits de l'homiste qui croient détenir la vérité, qui croient connaître le bon mode d'action, entendez par là, absolument bon en toutes circonstances, et qui se font pour devoir de le diffuser et de le promouvoir autant que faire se peut à travers la terre entière, jusqu'à imposer à leurs citoyens, certains hommes en somme, quand cela leur est possible. Proclamer l'universel, faire croire en lui, est une chanson bien connue en Occident. Elle en devient presque machinale, si bien qu'elle se transmet par habitude. A contrario, quand Glissant évoque la relation, il songe à un autre type d'homme,
pouvant être humain sans avoir à calquer ses attitudes et ses pensées sur un modèle prédéfini se voulant universel, mais qui n'a acquis son universalité que grâce à des croyances individuelles convergentes. Voilà un concept qui mérite d'être souligné, et qui soulève nombre d'antagonismes et de contradictions propres au néocolonialisme. Mais en dehors de Glissant, qui a fait un effort véritable de conceptualisation, même si celle-ci, la relation exceptée, s'effiloche parfois au fil de son œuvre au profit d'un lyrisme poétique assez grandiose, on ne trouve plus d'auteurs qui ont conceptualisé les problématiques ou les solutions relatives à la néocolonisation. Césaire. La négritude, lancerez-vous peut-être. Certes, il y a là bel et bien un concept. Mais celui-ci, paraît-il, est trop grossi, trop éloigné de la réalité empirique, en fait trop idéologique, pour être considéré comme concept clé de la compréhension de la réalité néo-coloniale. Un concept ne doit pas être creux, il doit renvoyer à quelque chose de concret, quelque chose qui nous parle, rien de lointain, rien non fondamental et rien de politisé non plus. Où la politique se mêle de manière générale, et l'on l'observe depuis Socrate et ses débats avec les sophistes, la logique, la droiture et globalement, l'honnêteté et la richesse intellectuelle, s'effacent au profit d'une rhétorique démagogique. Cela, il nous le faut à tout prix éviter. L'objet de cet ouvrage n'est pas de faire de la politique, ni de défendre tel ou tel mouvement partisan plus ou moins radical, mais simplement autant que possible, de faire la lumière sur des zones ombragées qui ne demandent qu'à être délayées et explorées. Du reste, chez Fanon, l'un des rares, mais précieux par son œuvre, auteurs antillais à avoir réfléchi profondément sur la colonisation, on lit quelques raisonnements fort érudits, quelques exemples fort éloquents, qui donnent des idées assez précises de la réalité néo-coloniale ainsi que de son évolution. Les hypothèses, des thèses, des suggestions, ces textes n'en manquent pas, de concepts, cependant on en trouve parsemés, peu creusés qu'en nombre très restreint. Nous ne ferons pas fi de ces réflexions, très enrichissantes par ailleurs pour autant, mais discuterons de leurs approfondissements possibles, jusqu'à leur conceptualisation qui a bien dû brûler les lèvres de Fanon, lequel n'a pourtant jamais franchi le pas du concret vers l'abstrait, pour un retour vers une compréhension éclairée du concret. 4. Cela ne vous aura probablement pas échappé, les penseurs que j'ai précités, Glissant, Césaire et Fanon, ont tous en commun leurs origines martiniquaises. Bien que leurs discours fussent souvent éloignés les uns des autres, que leur manière d'aborder la colonisation pût de ça, de là, les diviser, tous proviennent du même pays-département, et tous ont eu le souci identique de remuer de leur roue une terre coloniale opaque et crépie en jachère depuis bien trop longtemps. Pourquoi attirai-je votre attention sur ce point ? Pour la simple raison que l'on peut être inversement surpris de ne voir aucun Guadeloupéen, frère de l'île Sœur, au panthéon de cette littérature, de cette philosophie. La primauté martiniquaise est si frappante qu'elle en devient préoccupante. Doit-on s'interdire en Guadeloupe de penser la colonisation et la néocolonisation ? Cette question doit-elle demeurer taboue ? N'est-il pas grand temps de construire à notre tour un édifice intellectuel susceptible de venir compléter ce qui a été bâti par le passé ? Car la joute philosophique et politique, ici dans le sens philosophie politique, non pas politique idéologique ou partisane, ne fait que commencer. Nous n'en sommes qu'aux prémices, n'ayons crainte de nous jeter à l'eau. Sans complexe, sans peur, nous pouvons analyser les problématiques liées à la colonisation et la néocolonisation. Cela ne sera que mieux pour l'avancement de nos sociétés et pour nous-mêmes. Cela devrait nous permettre de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux savoir quel type d'homme nous sommes des deux côtés du miroir, néocolonisés et néocolonisateur. De mon point de vue, en tant que blanc, qu'européen, que français qui plus est, je me situe quasi obligatoirement dans le camp du néocolonisateur caricaturalement, sans pour autant être très éloigné de la réalité, laquelle peut souvent nous paraître, du fait de certaines réactions individuelles ou collectives, caricaturales par elles-mêmes, l'occidental universalisant qui vient prêcher la bonne parole aux peuplades qu'il juge, et parfois, pas toujours il est vrai inconsciemment croyez-moi, avec mépris sous-développé. Et bien justement à travers ma réflexion, j'ajouterai, à travers l'ensemble de mes réflexions, j'ai fait le maximum pour me détacher de ma condition d'homme blanc, de français, d'européen, sans pour autant adopter une attitude, un être guadeloupéen ou antillais, tâchant autant que mon âme me le permettait de gagner une condition plus humaine.
Je n'ai point voulu troquer mon identité européenne contre une plus créolisée, mais me suis juste affairé à ne plus me laisser aliéner par les valeurs qui m'ont constitué européen. Ne plus être européen, ne pas glisser vers le devenir antillais, car le passage de l'un à l'autre ne nécessite guère plus qu'une volonté d'aliénation culturelle, pour être seulement homme, était la condition sine qua non préalable à une étude pertinente et désintéressée de la néocolonisation. Si je n'avais pas laissé derrière moi ces dispositions sociétales qui s'ancrent dans l'esprit humain avec tellement de facilité, en un processus inconscient, impensé, presque automatique, je n'aurais pu produire rien d'autre qu'un plaidoyer partisan penchant soit à la faveur du néocolonisé, soit à celle du néocolonisateur. Je ne prétends pas ici briguer l'objectivité, comme la vérité, nul ne la détient, chaque jugement sur le moindre détail étant inévitablement subjectif, mais j'aspire à générer une conceptualisation clairement évocatrice et soigneusement descriptive de la néocolonisation, ce sans arrière-pensée ni parti pris. Vaste chantier, ambition démesurée ? Cela peut rester une entreprise raisonnable, dans la mesure où elle n'est que la matérialisation d'une quête de bon sens. 5. Le moment est venu de voir éclore en Guadeloupe une pensée sur la colonisation et la néocolonisation, une pensée qui prenne non pas l'Afrique, non pas l'Asie, non pas la Martinique comme point de référence, mais bien l'archipel guadeloupéen. À l'évidence, il y a très certainement de nombreuses similitudes entre la néocolonisation en Martinique et en Guadeloupe, mais cela ne saurait en aucun cas justifier le délaissement de cette dernière dans l'analyse de la dynamique néo-coloniale. Ce n'est pas pour autant que toute la théorie que je vais mettre en place tournera exclusivement autour de la Guadeloupe, car l'on ne peut prétendre théoriser à partir d'un seul exemple, l'on ne peut faire du cas isolé une généralité, l'on ne peut tirer du spécifique la constance globale, mais qu'elle s'appuiera sur des illustrations observées en Guadeloupe. Et rassurons-nous, pareille démarche ne constitue pas un frein à la conceptualisation, elle est l'étape nécessaire d'investigation qui autorisera le passage du concret, de l'empirique, à l'abstrait conceptuel. Dans cet ordre d'idées, le référentiel guadeloupéen semble tout aussi valable que le martiniquais. Parenthèse importante ici, soulignons tout de même que, enfin, en Guadeloupe, un intellectuel agite les préjugés sociétaux qui ont tendance à nous faire oublier que ce pays-département évolue plus ou moins paisiblement sous le manteau néo-colonial. Dans son livre Déshumanisation et surexploitation néo-coloniale, Verdol se fixe pour objectif d'établir une théorie générale du néocolonialisme. Seul bémol, il ne propose cette théorisation qu'en conclusion, en toute fin d'ouvrage, après avoir exposé toute une série de faits très bien décrits et documentés dénonçant certains mécanismes inhérents à la société guadeloupéenne. Puis cette théorisation, cette conceptualisation qu'il prône pourtant fait cruellement défaut tout au long de son exposé. S'il a regroupé de nombreux éléments visant à dénoncer des fonctionnements sociaux et sociétaux asymétriques entre la Guadeloupe et la France métropolitaine, Verdol ne les a pas totalement regroupés dans un tout homogène, auquel l'on aurait pu donner l'homologation néocolonisation. Ou s'il a cru l'avoir fait, il a fait fausse route parce que tout ce qu'il délivre pourrait pour un regard extérieur, être explicité ou justifié autrement que par néocolonisation et le néocolonialisme. Disons que les rapports causaux induits par la néocolonisation ne sont pas tous éminemment décortiqués, et que parfois certains raisonnements laissent une place trop importante au discours partisan aux dépens du raisonnement lui-même. D'où la nécessité préalable de conceptualiser la néocolonisation, ainsi que tout ce qui gravite autour de cette dernière, afin d'ôter aux faits éparpillés et ponctuels toutes sortes d'ambiguïtés quant à leur cause et leur provenance. 6. Si l'on refuse de poser des concepts, alors notre discours aura toujours une résonance journalistique. Si l'on s'y affaire, il pourra prendre une dimension philosophique et s'inscrire dans une littérature crédible et critiquable, qui vaut la peine d'être critiquée. Oser le concept, oser l'abstraction, oser penser la situation politique et sociale des Antilles de façon conceptuelle, sans se soucier des théories préétablies et universalisantes qui n'ont guère valeur de vérité en d'autres endroits que ceux où leurs croisés de l'Occident ont converti des peuples crédules, approbateurs et ou soumis. C'est ainsi que nous pourrons enfin comprendre ce que sont vraiment la néocolonisation et le néocolonialisme. Sinon nous resterons ignorants,
réfléchissant uniquement par bribes d'événements comme autant de phénomènes qui n'ont aucune portée démonstrative. 7. Mais la conceptualisation s'avère à elle seule insuffisante lorsque l'on aborde une question aussi grave et profonde que le néocolonialisme. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est ce qui est vécu. Le néocolonialisme, avant de se théoriser, se vit. Il est une expérience, les faits empiriques que j'évoquais plus haut, spécifiques à la tangibilité fuyante. On croit l'avoir saisi, il n'est déjà plus là, il s'est transformé en autre chose, en ce qu'il veut nous faire croire être, liberté citoyenne, alors qu'il n'est qu'un ersatz de cette liberté. Faux, changeant, et pourtant impitoyablement invariable, saisir l'ensemble de ces réalités est vraisemblablement mission impossible. L'analyse sera toujours sélective, toujours incomplète, mais dans son incomplétude, elle pourra toutefois englober le tout. Voyez quand Fanon nous parle de violence, comment il élude bon nombre de concepts, mais comment ce faisant il les embrasse tous, c'est qu'il s'exprime en termes de vécu, en termes d'existence. Le renoncement à l'existence est de fait inenvisageable dans ce texte, qui gravitera justement autour de la faculté des hommes à exister dans le néocolonialisme, et sur notre ou, ici, mon, appréhension existentielle de ce phénomène. Cela me pousse à renoncer en même temps que je l'épouse, à une conceptualisation rigide et immobile. Tout bouge, tout change, toute chose peut être perçue sous différents angles. Il n'y a pas de vérité immuable de la néocolonisation. On ne peut pas l'enfermer dans un cachot aux grilles indestructibles. Le prisonnier trouvera toujours le moyen de se glisser entre deux barreaux. L'existence est le maître mot. Il est la principale réalité coloniale, la condition de sa compréhension, et nous conduit à une flexibilité de raison. Je ne poserai pas de cloison intellectuelle aux concepts que j'utiliserai. Je ne les enfermerai pas dans un circuit bouclé. Il y a toujours une autre voie possible. 8. Cette approche par l'existence va parfois paraître vindicative. Du moins, elle agit toujours comme une secousse, elle remue les préjugés. Sortant du vécu, elle est un combat ouvert, à armes inégales contre le bulldozer d'un système bien huilé et habitué à réprimer les sentiments révoltés, mais dont les combattants sont prêts à tout pour obtenir gain de cause, au moins pour se faire entendre, pour laisser quelque chose à la postérité, qui pourra peut-être transformer la théorie en pratique. Il n'y a pas de retenue dans l'expression. Je ne saurais dire si elle est libre, trop vaste interrogation, mais en tout cas elle est libérée. Il s'agit de ne pas avoir peur d'appeler ce que l'on croit être un chat un chat. Dans ce qui va suivre, je vais non seulement scruter le néocolonialisme afin d'être à même de l'analyser au mieux, mais je vais aussi le vivre. En fait, je vais continuer à le vivre, car comme tout un chacun je l'ai vécu et le vis toujours. Il sillonne constamment mes veines et mon esprit. Il est de mon époque, mon histoire, celle que je construis, celle que maintenant et après, tant que nous serons vivants, nous construirons tous. Et nul besoin de faire des délicatesses à cette histoire, nul besoin de la ménager. Si nous voulons l'améliorer, il nous faut la bousculer. Le néocolonialisme, c'est une part de chacun d'entre nous, et je vais ici en faire l'étalage. C'est peut-être du déjà-vu, peut-être une énième considération désespérée, mais cette démarche me semble en toute conscience indispensable. Je ferai le procès du néocolonialisme parce que faire le procès du néocolonialisme, c'est faire le procès de tous les procès. Juger tous les jugements, mettre tous les juges sur le banc des accusés. Déshabillés, tourmentés dans la honte, ces juges, ces mystificateurs, ces conteurs d'historiettes, auront beaucoup moins d'assurance et d'orgueil. Tout petits, ils se font ainsi quand ils se trouvent destitués de ce qui faisait d'eux des hommes à leurs yeux réducteurs, le pouvoir. Ils pleurent et attendent inertes que la sentence soit prononcée à leur égard. Ôtez-leur leur pouvoir. Vous leur ôtez leur personne à ces misérables qui se croient au-dessus de tous les misérables. Ceux-là qui jugent de tout, qui jugent de la manière dont nous devons voir le monde, dont nous devons comprendre ceci ou cela, que nous ne pouvons pas affirmer telle ou telle considération, qu'il y a des interdits et que seuls peuvent les fixer. Que leur restera-t-il de leur grandeur chiffonnière ? Mirage de béton, socle de papier, c'est ainsi que se montre le haineux accent aigu au colon hégémonique. Et c'est derrière des principes grandioses qu'il masque sa vilainie inavouée, car nombre de ces renégats de la pensée restent convaincus d'être dans la vérité. En fait, beaucoup ont foi en l'infaillibilité de leur jugement. Plus rares sont les hypocrites, plus rares sont ceux qui prennent la pleine mesure de leurs mensonges.
Les uns comme les autres, il faudra bien les juger. Sophistique? Inquisition? Qu'importe, nous n'avons pas à leur rendre de compte. Les comptes, ce sont bien eux qui doivent en rendre. Procès des procès, délation de la délation, mensonge sur le mensonge, c'est comme cela que se vit une critique du néocolonialisme. 9. Ici donc, si sans élaborer des concepts, nous ne pourrons jamais établir une théorie de la néocolonisation qui vaille pour les pays dans lesquels les politiques assimilationnistes sont de rigueur, nous ne pourrons pas rentrer dans cette étude, la prendre à bras le corps, sans la rendre vivante, sans la vivre nous-mêmes. Coupler existence et réflexion semble être une voie salutaire. L'émotion est autorisée, elle n'est pas coupable. La logique n'est pas dissoute pour autant. Aller de l'avant, enfin, dans cet univers lugubre, défricher des ronces, ne pas craindre de se piquer et ne pas craindre de piquer, voilà comment nous ferons peut-être avancer les choses. Allons, allons. Allons chasser à la nuit le spectre haineux accent aigu au colonial. Partie 1. Colonie et néocolonie. 1. La différence entre colonie et néocolonie tient au seul semblant que la néocolonie ne serait pas une colonie, mais bien autre chose, un territoire intégré, la partie d'une unité parfaitement indestructible. Cette idée d'unité de la nation, en laquelle peuvent être reconnues différentes régions ou différents départements, assure la anéantisation de la néocolonie comme entité effective, qui ne peut pas exister en tant que telle, qui est une illusion, une fabrication de certains de ses habitants ou de ses observateurs, ou plutôt une invention de ceux qui la découvrent. Car il s'agit bien d'une découverte. Dévoiler ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas aux yeux de tous, qui n'est pas évident et qui pourtant existe bel et bien, se développant paisiblement derrière un voile opaque. 2. La colonisation en bonne et due forme consiste en une succession d'événements dont la finalité est non seulement l'invasion, mais aussi la domestication d'un peuple par un autre, d'une civilisation par une autre ou pour employer les termes usuels du colonisateur, des sauvages par les hommes civilisés. Affaire d'hommes, affaire de pouvoir, la colonisation requiert la mise en place de nombreux mécanismes, lesquels s'entrecroisent les uns les autres à travers l'expression d'un but qui lui est toujours le même, satisfaire une volonté de pouvoir. Une digression n'est-elle pas nécessaire ici? Si elle l'est. La volonté de pouvoir, voilà l'expression du colonisateur. Mais il n'en détient pas l'exclusivité. Le colonisé en fait parfois quelques démonstrations, il lui en reste quelques bribes, mais elle ne s'est pas émancipée en son cœur endolori de manière aussi radicale que chez son bourreau. N'aurait-il pas pu vivre dans son pays, rester dans ses terres celui qui n'a de cesse d'étendre sa suprématie? Que recherche-t-il en allant toujours plus loin? Quelle barrière essaie-t-il de faire tomber? Conquérir, toujours conquérir, pourquoi conquérir? Ne faut-il pas qu'il porte en son cœur téméraire quelque volonté suprême, qui le pousse sans cesse vers l'avant et vers l'ailleurs? Insatisfait, c'est ce qu'il doit être, un éternel insatisfait. Ce qu'il possède ne lui suffit pas, ne lui suffit jamais. Il faut qu'il possède plus, il faut même qu'il possède les autres. Au regard de l'étranger, de celui qui ne manifeste pas un tel désir d'expansion, le conquérant ressemble à un maniaque, ses actions sans retenue, ses actes de barbarie, l'enlaidissent et le réduisent à la bestialité la plus primitive. Il n'est que peu de choses en lui d'humain, il s'est laissé rattraper par l'animal qui sommeille dans ses organes. Sa course au pouvoir est la réalisation de sa folie, de son laisser-aller à un vouloir aveugle et insensé. Naturel? Dira-t-on peut-être, l'homme est un animal, il est naturel qu'il agisse comme tel. Mais est-ce bien certain? L'homme ne peut-il pas choisir une autre voie? Est-il condamné à opter systématiquement pour la sauvagerie? La sauvagerie. Voici un terme bien ambivalent. Qui est le sauvage? Celui qui veut ou celui qui subit celui qui veut? La volonté de pouvoir est au centre de cette problématique. Elle est le moteur, la raison au-dessus de toutes les raisons, qui va conduire le colonisateur à perpétrer ses actes, jusqu'à asseoir une domination quasi totale sur l'autre, sur le colonisé. Cette volonté de pouvoir peut sembler difficilement compréhensible pour qui, justement, n'accorde que peu d'importance au pouvoir. Voudrait-on nous faire croire qu'elle est inhérente à l'homme que cet argument tomberait en désuétude? Pour la simple raison que s'il en était ainsi,
Il aurait préalablement fallu que la soif de domination fût inscrite dans une quelconque nature humaine. À la rigueur, si nous pouvons entendre que les hommes ont tendance à vouloir pouvoir, c'est-à-dire à jouir d'une certaine liberté, laquelle viserait des objectifs précis multiples, pouvant être imaginés et construits tout au long de l'existence humaine, proposition qui doit être nuancée par le fait que nous n'avons pas la moindre certitude du caractère naturel de cette volonté de concrétisation. De quoi ? Du vouloir. Il est plus délicat de se laisser dire qu'il est inscrit dans quelque table sempiternelle, gravé dans l'esprit de l'homme ou encore soufflé par une lumière céleste, une doctrine selon laquelle l'homme désirerait inévitablement acquérir du pouvoir, et aussi ne pourrait échapper du fait de sa nature à cette volonté de pouvoir, laquelle serait une caractéristique inaltérable de son existence. Une telle croyance, facétieuse, servirait de dédouanement pour les colonisateurs qui, ne pouvant faire autrement qu'ils font, ne pouvant échapper à leur soif de domination naturelle, justifieraient par là tous leurs actes de torture et de barbarie. « Tu as tué », clamerait un juge. « Je n'y peux rien. C'est ma nature », rétorquerait le meurtrier. Et voilà ainsi réglées, devant les tables de la nature, toutes les dérives de violence qui se déroulent sur le théâtre abîmé du monde colonial. Je ne saurais donc que trop vous inviter à fuir à grandes enjambées ces dogmes qui affirment sans la moindre nuance que l'homme est un loup pour l'homme. Il devrait être corrigé ainsi: l'homme qui le veut est un loup pour l'homme. Il convient cependant de distinguer la volonté de pouvoir comme force de la nature de ses applications particulières, qui nous intéressent ici. La volonté de pouvoir, si elle ne peut pas être réduite à la nature humaine, pousse chaque individu à agir tel qu'il agit, tel qu'il veut agir. De ce fait, tout sujet est conduit par la volonté de pouvoir, mais chacun n'en fait pas le même usage. 3. La volonté de pouvoir dont nous parlons ici est bien entendu la volonté de pouvoir du colon. Elle s'oppose à la volonté de pouvoir du colonisé qui, lui, par peur, par lâcheté, n'ose pas concrétiser, ou ne le peut pas, faute à la répression, bien que sa tentative pût constituer un début de concrétisation, au moins un élan de courage, cette volonté. À lire Nietzsche, nous serions poussés à croire que le colon, celui qui domine, se distingue du colonisé par l'affirmation, si elle n'est spontanée, authentique, de sa volonté de pouvoir. Le dominant, l'aristocrate, le bourgeois, le fonctionnaire, serait de cette espèce d'individu à la volonté positive, qui ne se seraient pas laissés empoisonner par la vile rancœur et qui se détermineraient eux-mêmes à travers de leurs propres idéaux, sans avoir besoin d'en emprunter à d'autres groupements sociaux. Est au fond la direction de l'impérialisme. Imposer ses valeurs sans craindre de détruire celles d'autrui, jugées comme basses, comme inférieures et par corrélation mauvaises et méprisables. À l'opposé, les colonisés asservis, tenus en laisse par leurs maîtres, n'affirment pas leur volonté de manière positive, mais seulement comme négation du pouvoir qui s'exerce sur eux. C'est là que réside leur volonté, dans la haine de ce qu'ils ne sont pas, qu'ils veulent détruire, mais peut-être qu'ils voudraient être. Le colonisé ne peut pas aimer le colon, il ne peut pas aimer celui qui le traite par l'injure et le fouet. Ce qu'il ressent à son égard, ce n'est pas de la colère, sinon, précisément, il n'y aurait pas de contamination. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.